merci d'avoir accepté cette interview. Avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, nous venons de publier un livre intitulé La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi ce livre et pourquoi cette interview? Depuis une vingtaine d'années, nous vivons une période d'incertitude totale avec énormément de nouvelles technologies et de changements qui s'accélèrent. On parle d'intelligence artificielle, de biotechnologie, de fusion nucléaire, et on a du mal à s'y retrouver dans cet environnement qui change de manière extrêmement importante. Nous sommes trois spécialistes de la veille économique, technologique ou sociologique. Et on s'est bien rendu compte en fait que pour le grand public, c'est difficile d'appréhender tous ces changements et le fait justement qu'ils s'entrechoquent et qu'ils ont des effets les uns par rapport aux autres. Beaucoup de gens sont perdus et on a donc voulu faire un livre accessible à tous. On essaye de donner des clés pour décrypter un peu les bouleversements que nous vivons aujourd'hui. Et donc, dans cette démarche, on veut rendre ces questions vivantes auprès du grand public. On a décidé de faire, à travers d'interviews d'experts comme vous, des focus plus particuliers sur certains thèmes, comme le prolongement du livre, pour mettre en perspective ces révolutions que nous abordons. Alors, tout d'abord, Laure Blagojevich, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? En quelques mots, oui. D'abord, merci de bien prononcer mon nom. Tout le monde m'appelle Laure en général. Je dirige l'Innovore, qui est une entreprise qui existe depuis un petit peu moins de 5 ans et qui cartographie, analyse, décrypte et porte l'innovation dans le domaine alimentaire et l'ensemble de son environnement, puisque l'alimentation, ça recoupe énormément justement des révolutions dont vous parlez, notamment dans votre livre, en France et en Corée. Et l'idée, c'est de les décrypter autour de l'alimentation et de les apporter auprès du grand public ou du professionnel. Alors justement, en termes d'innovation et de technologie ou de découverte, est-ce qu'il y aurait l'une d'entre elles qui serait de nature à changer le monde? Notre regard ou mon regard, on va dire, par rapport à ça, moi, je ne vais pas extraire une technologie et je vais vous surprendre un petit peu et ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais pas complètement parce que dans l'introduction de votre livre, vous parlez bien justement des révolutions qui, jusqu'à maintenant, semblaient aux yeux du monde en parallèle et apparaissent maintenant simultanées. Donc, vous pouvez regarder ce qui s'anime derrière moi, autant la réalité virtuelle que la robotique, que donc l'intelligence artificielle. Pour moi, la révolution du siècle dans laquelle on est, c'est de remettre en avant la vie et le vivant. C'est assez peut-être paradoxal pour vous. Pour moi, ça ne l'est pas. Une intelligence artificielle restera une vie artificielle. Et ce qu'on observe, c'est que jamais le mot vie ou vivant n'a été plus prononcé qu'aujourd'hui, comme si on avait besoin de se rappeler qu'on était vivant et ne pas l'oublier. Alors, il y a plein de choses qui expliquent qu'on l'a oublié ou qu'on a envie de se rappeler justement qu'on l'est. Les technologies nous ont permis de le faire, notamment celle liée à la 4e révolution industrielle, mais c'est aussi parce que pendant des années, on a appris à tout couper, à couper les liens pour tout rendre marchand, et que ce soit le temps, le travail, l'animal qui est devenu un minerai qu'on refait émerger comme une matière vivante. L'homme n'a plus sa place, tout est marchandé. Et en fait, pour moi, la plus grande révolution en cours est de montrer et de faire que l'homme fasse que d'exploitables, il ne devienne pas inutile. On est au centre de la vie, au centre de la place des choses et on revient à l'essentiel. Et ce qui permet paradoxalement de le faire, c'est toutes ces technologies. Il ne faut pas oublier qu'elles sont toujours artificielles et qu'on n'est pas encore à une intelligence artificielle forte qui dominera l'homme. Et si elle y arrive, l'homme deviendra inutile. Donc la révolution et l'enjeu du siècle, c'est le vivant et c'est de faire en sorte que d'exploiter, l'homme ne devienne pas inutile.
Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est aussi le sujet du livre que d'aborder toutes les révolutions que nous vivons actuellement, qui ne sont pas forcément que technologiques. Et effectivement, la place du vivant est extrêmement importante. Et notamment, j'ai envie de vous poser une question sur justement l'évolution de la démographie que nous vivons depuis quelques années avec une explosion de cette démographie mondiale. Une question simple pour une spécialiste de l'alimentation, est-ce qu'on va pouvoir nourrir tout le monde? Bah, déjà, c'est qui tout le monde, hein? La première des choses, et on le rappelle souvent, c'est que le système alimentaire est le système le plus complexe au monde, hein, puisque aujourd'hui on est 7,7 milliards et il faut idéalement nourrir 3 fois par jour l'ensemble de la planète. Donc c'est le complexe économique le plus complet au monde parce qu'il réunit énormément de choses, qu'elles soient technologiques, scientifiques, religieuses, agricoles, énergétiques. Ça englobe l'ensemble des révolutions, enfin tout est intriqué. Intriqué l'un dans l'autre. On sera 10 milliards en 2050 et dont, il ne faut pas l'oublier, sur ces 10 milliards de personnes, 2 milliards de personnes de plus de 60 ans. Et selon l'OMS, on sera 11 milliards en 2100. Faut aussi regarder l'évolution de la population au regard des continents, parce qu'on est très nombriliste et on a un petit peu, on pense que l'ensemble du monde pense comme nous, alors que c'est pas la réalité. Tout le monde n'est pas un pays riche, tout le monde malheureusement n'est pas un pays libéral. On en voit les limites de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une démographie qui va décliner en Europe et qui va augmenter en Afrique. Aujourd'hui, à date, on a 61% de la population mondiale qui vit en Asie, 17% en Afrique, 13% sur l'ensemble du continent américain, donc ça comprend l'Amérique du Sud qui a plus de population que l'Amérique du Nord, et 10% en Europe. Donc, ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, c'est que la production alimentaire, elle a toujours été supérieure à la croissance démographique, à tel point qu'on a un gaspillage alimentaire qui permettrait de nourrir 3,5 milliards de personnes. Aujourd'hui, nos ressources alimentaires, ce qui nous permet de produire nos aliments, n'est pas ce qui manque sur la planète. La difficulté, c'est la répartition énergétique. Et aujourd'hui, ça nous paraît, nous, absolument délirant qu'on ait un ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture qui ne soit pas lié et qui n'intègre pas la vision écologique et la vision démographique, puisque tout est absolument lié. On a une partie du monde qui souffre de trop manger, et on a une autre partie du monde qui souffre de ne pas assez manger. Donc, c'est une répartition énergétique pour arriver à produire de façon linéaire dans l'absolu, et c'est un problème de répartition de calories et d'énergie. Voilà, que ce soit au niveau de l'individu ou au niveau du pays. Alors après, il y a d'autres choses et qui sont des conséquences d'autres choses, notamment du réchauffement climatique. Alors, c'est ce que j'allais vous poser comme question, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on peut aussi attendre de ce contexte de réchauffement climatique sur l'alimentation? Quand on regarde les facteurs d'évolution démographique, hein, c'est le taux de fécondité, l'espérance de vie et les migrations internationales. On comprend évidemment que la façon dont vont se mouvoir les populations, ça aura un impact obligatoirement sur l'alimentation. Donc, selon des sources scientifiques, alors on a des deltas qui sont très très grands. Hein. On a des prévisions de migration climatique, donc liées au réchauffement de la planète, qui sont estimées de 200 à 900 millions de personnes. Il y a un astrophysicien qui est un philosophe aussi qui s'appelle Aurélien Barraud et qui explique qu'une migration de ce niveau-là, que lui estime à 800 millions de personnes, il dit que ce n'est pas une migration, c'est des guerres civiles. Hein. Donc ça, il faut bien l'intégrer. On a à côté de ça des pays qui ferment leurs frontières justement pour ça. Malgré tout, ce sera compliqué de fermer ses frontières de façon définitive sans avoir des flux qui arriveront parce que c'est des flux, justement, on en revient à la vie. Quand on n'a rien à manger et qu'on ne sait pas comment faire vivre sa famille dans son pays, on change de pays. Donc la question, elle est comment faire en sorte que les ressources énergétiques suivent ces mouvances de population
parce que il faut tout répartir de façon différente, il faut s'adapter sans cesse. Comment créer des nouvelles terres agricoles? Ça fait partie des questions qui se posent, respectueuses de l'environnement. Comment, sans surproduction due à des intrants chimiques? Enfin voilà, c'est toutes les questions qui se posent et évidemment sur lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de solution claire parce que tous ces mouvements sont en cours. Les flux migratoires, alors aujourd'hui on en connaît pour des raisons qui sont de guerre, mais ils seront beaucoup plus importants pour des raisons climatiques. Alors, là, on a parlé effectivement des changements par rapport au réchauffement climatique. Est-ce qu'on a des solutions à apporter à ça, notamment au niveau d'évolution ou de révolution en matière d'alimentation? On va revenir à l'introduction qui était les grandes redécouvertes, grandes révolutions, qui est la vie. C'est vrai que ça paraît hallucinant que ce soit le mot qu'on prononce le plus, comme si on avait besoin de s'en convaincre, hein. Donc derrière, il y a forcément des évolutions majeures qui se mettent en place, mais qui sont déjà là depuis longtemps et qui ne vont que s'accentuer. Qui sont la santéisation de l'alimentation. Le ministère de l'Alimentation en parle depuis 2013-2014. Ça s'est beaucoup développé avec les technologies. Aujourd'hui, on peut contrôler son alimentation, la tracer, s'auto-médicaliser. En fait, tout ça devient lié, même en beauté, hein. On voit qu'il y a la beauté et l'alimentation sont en train de se lier ensemble. Donc, on est sur la tendance du mieux et moins. On ferme aussi un petit peu ses frontières. On va relocaliser. Les révolutions les plus importantes, mais toujours dans cette mouvance, vont être les nanotechnologies et la biotechnologie, parce que plus on va connaître l'intérieur de son corps, son ADN, son microbiote, plus on va adapter son alimentation. Après, il faut n'avoir que ça à penser, hein. Il faut être comme disent certains philosophes, sans un minimum d'alimentation et à manger, sans un minimum de sécurité, on va dire, médicale, la liberté n'existe pas. Donc, on peut se poser toutes ces questions parce qu'on a les moyens aussi de le faire, hein. Et tout ça, ça reste sur une seule trajectoire qui est l'alignement du vivant. Et pour nous, en fait, l'homme va petit à petit redevenir ce qu'il est à la naissance, sapiens chasseur-cueilleur. De plus en plus, il va revenir à la Terre et de plus en plus, sans nier la technologie. La technologie sera là, va se développer, et il y aura aussi une confrontation des générations. C'est-à-dire que ceux qui ont plus de 60 ans et les jeunes générations auront des manières de faire différentes, mais il ne faut pas oublier qu'elles s'influent les unes les autres. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit exercice, si possible, de projection et se projeter dans 10 ans? Comment est-ce que vous imagineriez le monde dans une dizaine d'années? Alors, j'ai eu une grande partie de ma vie en salarié et quand j'étais salariée, on me posait toujours cette question et j'ai commencé à travailler très jeune, mais très jeune aujourd'hui, j'ai toujours détesté cette question parce que alors là, je trouvais ça incroyable de se projeter dans 10 ans. Je trouvais que ce qui était intéressant, c'était les mouvances du monde et ce qui m'intéressait justement dans l'innovation, c'était de comprendre comment le monde allait basculer et qu'est-ce qui le ferait basculer ou pas. Donc, ça me fait bien sourire quand même comme question parce que cette projection à 10 ans, pour moi, elle me paraît difficile, sauf si on revient sur les fondamentaux. Pourquoi elle me paraît difficile? Parce qu'aujourd'hui, on a encore la Covid qui est présente. En 2 ans, le monde a basculé sur la Covid. Alors, basculer, est-ce que c'est un basculement ou une accélération? Mais tout ça fait changer les choses très vite. On a une grippe aviaire qui a contaminé l'homme. Point d'interrogation mais pour l'instant, la communication est très fermée sur ce qui se passe en Chine. Est-ce que ça aura un impact? On a une grippe aviaire qui est juste extrêmement difficile, hein, en ce moment. Il y a des millions et des millions de volailles qui ont été abattues. Il y a une transmission à l'homme. Est-ce que ça donnera quelque chose demain? On ne sait pas. On a une guerre en Europe, hein, et tout ça, c'est dans l'instant, hein. Donc, l'impact que ça aura en 2002, l'impact que ça aura en 2023, moi, je n'ai pas envie de me projeter 10 ans plus tard. Moi, je pense que s'il y a un conseil à donner pour affronter le monde, au sens de ce qui est primordial, c'est que justement, il ne faut pas l'affronter.
C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'aime bien qui dit, alors on peut l'appeler l'univers, le monde, la société dans laquelle on vit, on l'appelle comme on veut, mais qui dit j'écoute la partition de l'univers, du monde dans lequel je vis et je tente de m'adapter pour jouer ma partie sans penser que je suis responsable de tout. Mais je suis en revanche responsable de ce que je fais, des actes et des décisions que je prends. Donc, c'est à nous d'adapter nos vies à la technologie et non pas l'inverse, en fait. On a vu récemment des étudiants d'une école d'ingénieurs décider, à la fin de leurs études, de ne pas être fiers de leur diplôme et de changer complètement de vie avec des parcours ou des chemins qui prennent et qui sont très déroutants. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement de certaines populations, on va dire des jeunes de moins de 25 ans qui choisissent effectivement de s'adapter ou en tout cas de prendre des décisions par rapport au réchauffement climatique ou en tout cas à l'avenir du monde? Quels conseils pourriez-vous donner? Quel regard avez-vous et quels conseils pourriez-vous leur donner? Je pense déjà qu'on est dans une vie notée, on est dans des cases. Hein. On a un cerveau qui fonctionne en neuroergonomie sur une facilité d'avoir des préjugés parce qu'il évite d'étendre la partie consciente qui demande beaucoup d'énergie à notre cerveau au quotidien. Toute cette curiosité que vous avez, toute cette curiosité qu'il y a tout le monde demande de l'énergie, du temps aussi, de la disponibilité d'esprit. Et on voit bien que le monde ne va pas dans ce sens-là parce qu'il y a une souffrance extrême à tous les niveaux et qui s'accentue au regard justement, ne serait-ce que de ce qu'on a listé dans mon refus de se projeter dans 10 ans, de ce qui se passe en ce moment. Donc, pour moi, ce qu'ils font ces jeunes, c'est reprendre, c'est-à-dire ne plus laisser l'institution décider de ce qu'ils seront, mais en apprendre les codes et reprendre la main sur la façon dont ils ont envie de le vivre, sortir de la vie notée, sortir de tous ces cadres pour s'adapter, en fait. Ce qu'on disait, en fait, ne pas affronter le monde, je veux dire, avoir un diplôme en main, se mettre dans une case, c'est s'intégrer et c'est quelque part devoir faire ses preuves. Non, faire ses preuves, ça veut dire qu'on peut rater les choses. La seule chose qu'on a, c'est à apprendre, essayer de comprendre, d'avoir un peu de conscience des choses de soi-même, d'intelligence. La conscience, c'est plus que l'intelligence, c'est la partie émotionnelle. Et dans le vivant qu'on exprime souvent, et ce qu'ils font, c'est montrer qu'ils sont vivants, en fait. Que oui, ils ont appris des choses, mais qu'ils vont l'appliquer à leur vie comme ils l'entendent. Donc, c'est reprendre la main. Et moi, si j'avais un conseil à donner, alors je n'ai pas de conseil à donner, mais l'exemple que je pourrais prendre, c'est l'enseignement. Le seul enseignement, je pense, que j'aimerais que mes enfants aient, on va dire au bout de l'éducation, si tant est qu'elle se finisse un jour, c'est pas de trouver un sens à la vie, en fait, mais c'est de quelle façon s'affranchir des souffrances. Il y a des souffrances partout, il y a des souffrances au travail, on parle des souffrances animales, on parle de souffrances, il y a des burn-out, le Covid a impliqué énormément de burn-out scolaire chez les jeunes adolescents, les jeunes en classe. On regarde, toutes les professions de santé sont débordées en ce moment. Donc l'enseignement, c'est comment arriver à trouver sa place et sortir de la souffrance telle que la société nous l'impose. Et c'est ça qui donnera du sens à nos vies. Et ce n'est pas l'inverse, en fait. Ce n'est pas essayer de trouver un sens et de se l'appliquer. Et l'exemple que vous donnez des étudiants, il montre très, très bien ça, en fait. Eh bien, si je devais résumer un petit peu notre interview, c'est reprendre la main, remettre le vivant au cœur de nos vies et retrouver un équilibre. Est-ce que ça correspond à peu près ? Soit avec soi, c'est comme ça qu'on le trouve, justement avec… c'est-à-dire que ce qui est juste pour soi nous permet de faire les choix justes par rapport au monde qui nous présente tellement de choses. Derrière, vous voyez cette jeune fille qui est en réalité virtuelle. La plupart des jeunes, aujourd'hui on parle beaucoup des métavers, tout le monde aura un avatar, on pourra même parler avec les personnes disparues de sa famille.
acheter sur les plateformes justement du Web 3. Eux, peut-être qu'ils seront heureux là-dedans jusqu'à une certaine mesure, et à côté, il y aura d'autres mouvements qui se créeront. C'est cet ensemble, c'est qu'est-ce qui nous correspond à nous, parce que justement, le monde nous offre des choix qui sont tellement énormes et tellement immenses qu'on est vite perdu, et ça ne m'étonne pas que la plupart des gens soient perdus, parce que tout est lié, il faut arriver à faire les ponts, à tout comprendre et à trouver sa place. C'est pas simple. Et trouver sa place, oui, c'est être vivant, mais c'est pas vivant au sens galvaudé du mot. Hein. C'est vivant dans le sens arrêter d'affronter le monde, apprendre à regarder, à se connaître et à savoir ce vers quoi on a envie d'aller. Et c'est pareil pour son alimentation. Alors, merci pour ce regard éclairant et à bientôt. Au revoir. À bientôt, Jérôme. Au revoir.